Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo sur l'immobilier. Je vais également parler un petit peu de bourse et un petit peu d'or, mais surtout d'immobilier. L'immobilier, je vais parler de la situation immobilière actuelle. On est au mois de mai 2025. Qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier actuellement? Je vais parler des locations Airbnb, vous donner mon avis sur l'actualité d'Airbnb, sur l'opportunité de faire du Airbnb actuellement et donc sur les années à venir. Je vais vous donner mon avis sur le problème majeur à mon sens de l'immobilier sur les années à venir, l'immobilier locatif. Et je vais parler, ce problème majeur, c'est le changement de population en France et la délinquance dans les villes. Ça, c'est un problème extrêmement important dont on parle assez peu. Je vais vous parler également du problème des DPE et des travaux de rénovation énergétique et du marché immobilier d'une manière générale. Alors on va commencer par un thème que j'entends assez peu évoqué dans les médias, qui est pourtant absolument capital, et qui à mon sens va être la problématique majeure des investisseurs dans les 10, 20, 30 prochaines années, ce qui en termes d'immobilier n'est pas si long, qui est celui du grand remplacement que l'on subit en France, et qui a des répercussions très concrètes dans énormément de domaines. Et un domaine dont on parle peu, et pourtant dans lequel il y a de très fortes répercussions, c'est celui de l'immobilier, et notamment de l'immobilier locatif. Personnellement, je suis dans la gestion immobilière. Gestion locative, syndic de copropriété, voilà mon domaine d'activité. Donc je côtoie énormément d'investisseurs immobiliers, puisqu'on gère leurs biens. Et je constate, personnellement, je suis dans une des plus grosses villes de France. Je ne suis pas à Paris, je travaille dans une des plus grosses villes de province française. C'est pas non plus Lyon. Voilà, c'est une autre qui est plutôt dans le sud-ouest de la France. Donc il y a Toulouse ou Bordeaux. c'est l'une des deux. Et je vois un changement majeur et massif de population depuis, une vingtaine d'années, mais sur les 5 dernières années, ça s'est énormément intensifié. En dehors de toute considération politique, etc., très sincèrement, voilà, si on est purement objectif, c'est la vérité. Ça s'est énormément intensifié et ça génère de très gros problèmes. Moi, je le vois aujourd'hui dans les villes, dans les centres-villes, en tout cas dans le centre-ville de là où la ville où je travaille, il y a de plus en plus de problèmes liés à la délinquance et indirectement à l'immigration. Il y a un changement de population, beaucoup plus de délinquance, et au-delà de la délinquance, des mœurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, et les gens voient bien qu'il y a un changement de population. Et avant, c'était limité à certains quartiers. Il y avait des quartiers où, voilà, on savait, c'était comme ça, c'était les quartiers où il y avait beaucoup de gens étrangers ou d'origine étrangère. Et très sincèrement, ça c'est... avant, ça se limitait vraiment à certains quartiers, et maintenant, à peu près toute la ville, de manière plus ou moins forte, mais franchement, c'est de manière quand même très forte dans énormément d'endroits, quasiment l'intégralité de la ville est gagnée par le grand remplacement. Parce que les étrangers, ils ne vont pas dans les campagnes, ils vont dans les centres-villes. Donc toutes les populations de migrants, etc., ils vont dans les centres-villes. Et donc on se retrouve dans les centres-villes avec des populations à problème, qui créent des problèmes, qui créent des nuisances. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération dans l'investissement, parce que de plus en plus de gens vont vouloir quitter les villes, et je le vois moi,
qui c'est qu'on a, nous, comme gens qui y vont? C'est les étudiants, voilà. Mais tous les autres, ils ne veulent pas aller en ville. Ils essayent d'aller plutôt dans les périphéries des villes, juste à côté, mais voilà, dans les banlieues de grandes villes. Mais le centre-ville, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Les populations vont devenir de plus en plus problématiques. Alors je ne dis pas que les biens ne seront pas loués, les biens ne seront pas vacants, mais il va y avoir de plus en plus de problèmes. C'est des problèmes de sécurité, les locataires normaux qui se plaignent des comportements qu'ils peuvent voir dans les rues ou même dans les immeubles. Ça crée des gens qui vont pénétrer dans les immeubles et qui créent du vandalisme ou qui créent des perturbations. C'est de la drogue, c'est des gens à moitié fous qui parlent fort, qui boivent. Bon, et tout ça, ça crée des gros problèmes. Ça va créer, à mon avis, également une perte de valeur des biens en centre-ville. Parce qu'avant, on vous disait, investissez dans les centres-villes, des grandes villes, c'est des valeurs sûres, vous aurez toujours une forte demande locative, etc. et les prix ne cessent de monter. Alors, sur la demande locative, je l'ai dit et je le maintiens, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça perdurera. En revanche, sur les prix, je suis loin d'être convaincu que les prix vont continuer de monter. À mon avis, ça va baisser dans les centres-villes parce que la population va se dégrader. Il reste quelques endroits dans les centres-villes, ce qu'on appelle les triangles d'or, où les prix vont continuer de monter, mais ça devient vraiment des quartiers très restreints, quoi. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant, et ça, on n'en parle pas suffisamment. Donc moi, si je dois investir aujourd'hui dans l'immobilier, j'investis pas dans les villes, hein, j'investis pas dans les centres-villes, il vaut mieux investir dans les banlieues, à côté des villes, là où les gens veulent aller vivre, et là il y aura beaucoup moins de problèmes liés à la délinquance, liés à l'immigration. Autre point que je veux aborder dans cette vidéo sur l'immobilier, le Airbnb. Parce que là, je vois de plus en plus d'articles dans les journaux, sur Internet, etc., où on voit deux choses. On voit d'une part de plus en plus de villes prendre des mesures contre les Airbnb, et d'autre part, de plus en plus de gens commencer à comprendre que le Airbnb, finalement, c'est pas la si bonne affaire que ça. C'est pas la si bonne affaire que ça. Alors sur les contraintes réglementaires, ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Ne croyez pas que, et d'ailleurs je pense que personne ne le croit, mais je vous confirme que vous avez raison de ne pas croire que ça va s'améliorer. Ça va s'amplifier, les règles contraignantes, pour une bonne raison. C'est que on a du mal à loger les gens et que évidemment les Airbnb, ça ne permet pas de loger les gens. Donc tout ce qui pourra être fait pour aller dans le sens de rendre plus difficile les Airbnb et donc favoriser les locations classiques sera fait. Ça crée un problème parce que vous avez beaucoup de gens qui ont fait des investissements locatifs avec des règles déterminées, des règles qui existaient à un instant T, les règles. Donc à l'époque, il y avait quasiment, c'était très bon d'investir en Airbnb, il n'y avait quasiment aucune règle, on faisait ce qu'on voulait. Et en plus, il y avait assez peu de concurrence parce que quand on était dans les premiers à faire du Airbnb, on avait énormément de clients potentiels. Les règles se sont considérablement durcies. Et elles vont continuer à se durcir, d'une part, et d'autre part, vous avez de plus en plus de concurrence. Vous avez de plus en plus de gens qui font du Airbnb, et moi j'entends de plus en plus de personnes dans l'immobilier qui ont fait des investissements pour faire du Airbnb, qui me disent on a du mal à trouver des clients. Dans des villes, pas dans des trous perdus, hein, dans des villes, dans les centres-villes, parce que trop de monde s'est mis à faire du Airbnb. Tout le monde a voulu faire du Airbnb, donc aujourd'hui il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres, à mon avis, en Airbnb. Trop de contraintes réglementaires. Et donc, vous avez des gens qui ont fait des investissements à l'instant T avec
des règles et un marché donné. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Et si votre modèle économique est que basé sur le Airbnb, c'est très dangereux. Pourquoi pas se lancer dans un investissement en disant je vais faire du Airbnb, mais il faut jouer la sécurité. Il faut se dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serai en capacité de rembourser mon emprunt si je mets le bien en location classique, en meublé ou nu, on s'en fiche, mais voilà. Si je loue mon bien de manière normale sur un bail à l'année, est-ce que je pourrais rembourser mon prêt? Si je base toute ma rentabilité de mon projet, toute la viabilité de mon projet sur le fait que je vais gagner beaucoup d'argent avec le Airbnb, c'est ultra risqué, il ne faut surtout pas le faire. Surtout pas le faire, vous vous mettez vraiment dans la difficulté parce que les règles seront de plus en plus contraignantes et aussi il y a trop d'offres. Comme je l'ai dit, il y a trop d'offres aujourd'hui. Ensuite, il y a beaucoup de personnes aussi qui se lassent du Airbnb parce qu'ils en sous-estiment les contraintes. Et n'en sous-estimez pas les contraintes. Se dire, je vais aller tous les jours changer le linge, je vais aller m'occuper des changements de locataires, etc. C'est facile de se le dire comme ça. Mais le faire, le vivre réellement tous les jours, c'en est une autre. Et franchement, c'est une très grosse contrainte. Là aussi, il faut comprendre que l'immobilier, et avoir à l'esprit que c'est sur des périodes longues. Quelqu'un qui a 22, 23 ans, qui n'a pas d'enfant, etc., qui se lance dans un projet Airbnb, et j'en vois des comme ça. Pourquoi pas? Mais après, ces gens-là, 5-6 ans après, ils vont avoir des enfants et tout ça. Ils ne pourront plus avoir le même temps, la même énergie pour s'occuper de leur Airbnb. Et moi, j'en vois des cas concrets où après, ils se retrouvent un peu dans la difficulté parce qu'ils ne peuvent plus avoir le temps nécessaire pour faire le Airbnb. Et ils le gèrent plus aussi bien qu'ils le devraient et qu'ils le pourraient. Et du coup, la rentabilité économique s'en ressent. Autre point que je vais aborder dans cette vidéo sur l'immobilier, c'est la problématique, toujours dans une perspective d'investissement immobilier, c'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux investisseurs immobiliers. Je vais aborder la problématique des travaux. La problématique des travaux. Alors là, c'est un problème capital, travaux et DPE. Travaux et DPE. Là aussi, les contraintes sur le DPE, et tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier le savent parfaitement, sont de plus en plus lourdes. Et là aussi, ne croyez pas qu'on va revenir en arrière. Et ça nécessite donc des travaux pour améliorer le DPE et donc des travaux de rénovation énergétique. Alors, il y a deux problématiques. Première problématique, c'est que ça coûte une fortune. Et qu'effectivement, beaucoup de gens n'ont pas le budget pour aller faire des travaux de rénovation énergétique. Ça coûte extrêmement cher. Au-delà du fait que ça coûte extrêmement cher, souvent on est perdu, on n'y comprend rien. Il y a des différents types d'isolation, vous faites venir plusieurs entreprises, vous allez évidemment avoir différents diagnostics, différents sons de cloche, différents avis, différents devis. C'est difficile d'y voir clair dans tous ces travaux. Et donc là, moi, j'ai pas de bonne méthodologie à vous donner. Je pense qu'il faut toujours aller au moins cher. Pas par radinerie, c'est pas toujours le raisonnement que je tiens. Des fois, je dis qu'il vaut mieux payer plus cher pour être tranquille, mais sur les travaux de rénovation énergétique, c'est un tel flou, c'est un tel aléa, c'est un tel merdier. Vous faites venir un gars pour faire le DPE, il va vous sortir tellement n'importe quoi, ça va tellement être la loterie, qu'il vaut mieux faire un minimum des travaux qui coûtent le moins cher possible, voir si ça améliore le DPE, et après changer son fusil d'épaule le cas échéant, plutôt que de se lancer dans des travaux faramineux qui vont coûter une fortune, avec une amélioration de l'être extrêmement aléatoire, et où on n'a aucune certitude sur les conséquences des travaux. En tout cas, moi c'est ma position, c'est mon avis, et c'est ce que je recommande aux personnes
pour lesquels je dois gérer des travaux. L'autre problématique du DPE, c'est que souvent on est en copropriété et il faut avoir l'aval de, alors pas de tous les copropriétaires, ni même d'une majorité, ça dépend du type de travaux, selon le type de travaux, il y a tel ou tel type de majorité. Enfin, en tout cas, il faut que ça soit validé dans une assemblée générale. Et là aussi, c'est extrêmement compliqué d'arriver à accorder les gens, d'expliquer, de faire valider, de faire voter tous ces travaux. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ont des intérêts divergents, certains qui sont propriétaires bailleurs, d'autres qui sont propriétaires à titre de logement principal. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Et si vous êtes partant pour faire des travaux, mais que ce n'est pas validé par la copropriété, vous rentrez dans une grande difficulté. Dans la copropriété, les choses sont très longues à bouger, il n'y a qu'une assemblée par an, il peut y en avoir d'autres le cas échéant, mais la règle standard c'est qu'il n'y en ait qu'une seule par an. Et donc on est confronté à d'énormes difficultés en copropriété pour faire valider les travaux de rénovation énergétique. Et ça va être un problème, ça l'est actuellement, hein, mais ça va être un problème encore plus majeur quand actuellement il y a assez peu de logements qui sont sortis des autorisations de louer, mais quand tous les logements en F, etc. vont arriver à échéance, ça va poser quand même des problèmes vraiment exceptionnellement importants. Donc DPE problématique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu investir en ville, je fais un petit résumé de ma vidéo, investir en ville, c'est pas forcément la bonne idée, parce que quand on investit en ville, on investit souvent sur des vieux immeubles qui vont nécessiter des travaux, au-delà même des travaux d'innovation énergétique, c'est souvent des choses anciennes, donc dès qu'on fait les travaux sur l'ancien, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Ensuite, c'est des immeubles dans lesquels il va y avoir des problèmes énergétiques, parce que souvent c'est très mal isolé, et des problèmes où la population en plus va, population qui vit dans les centres-villes, va devenir de moins en moins bonne. Donc je ne pense pas très sincèrement qu'il faille investir dans les centres-villes, et je pense que beaucoup de gens le ressentent et le vivent, parce que nous on a plus de mal à vendre les appartements qui sont en centre-ville que les appartements qui sont situés, encore une fois, dans les périphéries de centre-ville. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, voilà, les gens sentent bien que les biens qui sont situés en centre-ville, c'est des biens à emmerdement, c'est des nids à emmerde. Et ça, de plus en plus d'investisseurs en sont conscients. Ce qui devrait donc avoir un impact à terme sur les prix. Autre point que je souhaite aborder dans cette vidéo, toujours sur l'immobilier, c'est l'état du marché actuel. Parce que là, on entend absolument de tout. Alors, vous avez ceux qui vous disent que les affaires sont reparties, que tout va très bien. On entend souvent parler de frémissement. Alors, quand on entend ce mot, frémissement, en réalité, ça signifie que les choses ne sont pas reparties. Parce que quand ça repart, on ne parle pas de frémissement. On utilise des termes plus optimistes que celui de frémissement. Donc, aujourd'hui, en réalité, depuis 2023, les choses stagnent. On va être sur des volumes de transactions qui sont de l'ordre de entre 700, 750 000, peut-être 800 000. C'est à peu près ce qu'il y a eu en 23, à peu près ce qu'il y a eu en 24, c'est à peu près ce qu'il y aura en 2025. En fait, c'est un nombre de transactions tout à fait standard, tout à fait normal. Parce qu'on nous explique que les transactions ont beaucoup baissé. Évidemment, on est parti pour comparer de données qui étaient anormales. On est même monté jusqu'à quasiment 1 200 000 transactions, ou au moins 1 100 000. Donc, effectivement, par rapport à 1 100 000,
750, c'est une baisse significative. En réalité, une année normale d'immobilier, en volume de transaction, ça va être 800, 850 000, peut-être 900. Une bonne année, c'est 900. Une année mauvaise, 750. Une année correcte, c'est 800, 850. Donc, on n'est pas loin en fait. On n'est pas loin du nombre de transactions à peu près standard d'une année correcte. En 2008, on était tombé à 600 000 transactions. Là, c'était franchement bas. Effectivement, là, il y avait une baisse réelle. Mais actuellement, le niveau de transaction, il est normal, si j'ose dire. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas en réalité de reprise, etc. Parce que le marché est fluide aujourd'hui. Il est classique. On est sur un nombre de transactions un petit peu bas, mais pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Donc, on ne peut pas attendre de reprise, puisque reprise, ça signifierait qu'aujourd'hui, on est en dessous du nombre de transactions classiques. Ce qui n'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas d'amélioration, parce qu'il n'y a aucune raison que les transactions repartent à la hausse et qu'on retrouve les années fastes qu'on a connues ces dernières années. Rien ne le justifie sur le plan économique, sur le plan international, il n'y a vraiment rien qui permet de penser que les transactions vont repartir à la hausse. Donc elles sont à un niveau normal, qui est plutôt moyen faible, et ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Alors sur les prix, il faut vraiment distinguer, il y a deux marchés. Il y a le marché des biens qui n'ont pas de problème, pas de défaut, et là, ça part bien. Là, un bien qui n'a pas de problème, qui n'a pas de défaut, il part bien. Il part bien, à un bon prix, il n'y a pas de attente de baisse de prix, ils n'ont pas tant baissé que ça, ces biens-là. En revanche, les biens qui ont des défauts, notamment de DPE, de travaux, ceux-là ont vraiment beaucoup baissé. Et ceux-là, on a vraiment beaucoup de mal à les vendre. Parce qu'en réalité, les seuls qui veulent bien les acheter, c'est les investisseurs pour aller faire les travaux, etc. Et ces gens-là, les investisseurs, ce sont des profils qui veulent faire des affaires, ce qui est logique. Et donc, ils font des propositions qui sont particulièrement basses. Donc, en moyenne, il y a une baisse des prix, mais il faut vraiment distinguer. Il y a vraiment deux marchés de l'immobilier selon la qualité des biens. C'est important de l'avoir à l'esprit parce que souvent, quand on parle d'immobilier, on essaye de généraliser. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés. Géographiquement, c'est différent, d'une région à une autre. De certains types de biens à d'autres types de biens, c'est différent. Donc, et je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Il va y avoir de plus en plus d'exceptions, de marchés. Et ça va être de moins en moins pertinent de raisonner de manière globale sur l'immobilier. On va dire, l'immobilier, est-ce que ça marche actuellement? C'est pas une question pertinente à poser. Ça dépend vraiment de quel bien on parle. Voilà pour l'état de l'immobilier à mai 2025. Alors après, je vais parler également un petit peu, même si c'est moins mon domaine c'est vraiment l'immobilier. Après, quand on s'intéresse à l'immobilier, à l'investissement, on s'intéresse de manière générale au patrimoine. Et le patrimoine, c'est pas que l'immobilier. Le patrimoine, c'est également les actions et également l'or. D'autres produits aussi, mais voilà, je pense que un bon père de famille, comme on dit, généralement s'intéresse à ces trois produits. Alors les actions, j'en parle, même si c'est pas quelque chose dont je parle souvent. J'en parle aujourd'hui, évidemment, à cause des récents événements qui se sont passés et de la baisse des bourses mondiales et de la baisse du dollar par rapport à l'euro également, qui a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup d'investisseurs. Et c'est une mise en garde sur les investissements boursiers. Alors, il y en a qui n'ont pas perdu tant que ça, parce qu'il y en a qui ont certes perdu en pourcentage, peut-être 10, 15, 20%,
Mais s'ils avaient acheté il y a quelques années, bon, évidemment, ils ont perdu 20% par rapport au plus haut, mais s'ils avaient acheté il y a quelques années, ils avaient déjà énormément, leur action avait énormément augmenté, donc au final, ils restent gagnants. Mais il y en a qui ont acheté au mauvais moment, il y en a qui ont acheté il y a peut-être 6 mois, voilà, et à des prix plus élevés que le cours du marché d'aujourd'hui. En bourse, en règle générale, on se fait toujours couillonner. Le gars moyen, et moi je suis un gars moyen, le gars standard comme moi, et comme la plupart des gens, se font toujours couillonner. Alors moi, il s'avère que j'ai très peu d'actions, voire même quasiment aucune, un petit peu, mais vraiment à la marge, donc je suis assez peu concerné. Mais quand même, j'en avais un petit peu. Et comme tout le monde, j'ai pas vendu à temps. Et je savais qu'il fallait que je vende. Il y a 3-4 mois, je me disais, mais vends, parce que le marché est beaucoup trop haut, c'est illogique. Il y a un moment donné, ça va s'effondrer, ou ça va perdre de la valeur en tout cas. Et on ne vend jamais en fait. Et c'est là où on se fait toujours baiser, on ne vend jamais. Pourquoi on ne vend pas? Pour deux raisons. La première, c'est que on n'y pense plus. Il y a un moment donné, effectivement, quand tu travailles, quand tu as une autre activité, tu ne peux pas tout le temps penser à la bourse. Et les baisses, elles sont brutales. C'est un jour, bam, tu te réveilles le matin, boum, les bourses, elles ont perdu 10%. Et oui. Et là, tu peux plus... Voilà, t'es devant le fait accompli. Donc, l'autre raison pour laquelle on ne vend jamais à temps, c'est que on n'a pas envie de vendre quand c'est en train de monter. Parce qu'on se dit, ouais, ça a monté, ça a pris 10% l'année dernière, 10% l'année d'avant. Donc, on n'a pas envie de vendre. On se dit, ça va continuer de monter. Ou je vendrai quand ça commencera à baisser. Mais le problème, c'est que quand ça baisse, on l'a vu, ça baisse énormément et très fortement d'un coup. Donc on se fait avoir. On se fait doublement avoir parce que, et moi, je me suis fait totalement avoir sur ce coup-là. Alors certes, c'était pas sur des gros montants, donc c'est pas trop grave, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais effectivement, tout le gain que j'avais, je l'ai perdu parce que j'avais gagné à peu près 20%, ça a perdu 20%, je suis arrivé à peu près à zéro. Comme tout le monde, au début, j'ai dit, oh, on va rester serein, on va pas paniquer. La bourse, il faut être à contre-courant, il faut vendre quand les autres achètent, il faut acheter quand les autres vendent. C'est ce qu'on se dit toujours. Mais c'est facile de se le dire quand on est sur le canapé, ou à tête reposée, ou à froid, etc. Mais quand ça perd réellement 10%, que le lendemain ça reperd 10%, que le surlendemain ça reperd 10%, et que tu as tout gardé parce qu'à chaque fois que tu t'es dit non, je vais pas vendre, je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas vendre, tu as perdu 30% en 3 jours. Et c'est là que tu vends. Et que tu devrais pas. Parce que généralement, c'est quand tu as vendu que ça se met à remonter. Parce que tout le monde a fait comme toi, tout le monde a attendu 3-4 jours. Et tout le monde a commencé à paniquer au même moment quand la perte a commencé à être vraiment importante. Et on agit tous comme ça, ou la plupart on agit comme ça, c'est-à-dire qu'on ne vend pas suffisamment tôt. Quand ça baisse, on attend encore un peu, et quand ça a vraiment baissé, c'est là qu'on vend. Et c'est là que ça remonte en réalité. Donc c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, et c'est normal parce que si tu as, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais si par exemple tu as 200 000 euros en actions, que ça perd 10%, c'est quand même 20 000 balles que tu perds. Si tu te dis non, je vais attendre un petit peu, on va voir un peu comment les choses se passent, etc., et que ça repère 10%, il y a un moment donné, ça fait des grosses sommes. Donc c'est dur de ne pas paniquer, c'est dur de garder son sang-froid et de dire je vais attendre et ça va remonter. C'est très difficile, c'est très très difficile, psychologiquement. Et après, tu es toute la journée à regarder le cours des actions et tout. Il y a un moment donné, ça en fout. Tu dors plus la nuit. Enfin, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je pense que les actions, il faut en avoir, mais assez peu dans son patrimoine en termes de pourcentage. Les mettre dans un coin, plus regarder et surtout ne pas avoir besoin de l'argent des actions. Si tu as besoin de l'argent à un moment donné de tes actions, ou que potentiellement tu as besoin de l'argent de tes actions, tu as besoin de les vendre, ça va pas, il vaut mieux avoir des fonds sécurisés. Les actions, c'est bien en disant ça peut monter, mais il faut être conscient qu'on peut perdre quand même beaucoup d'argent avec ça. Je veux parler également un petit peu de... Je vais parler un petit peu de l'or.
Pareil, c'est un placement que tout bon père de famille souhaite avoir, et c'est un très bon placement. On voit que ça a énormément pris en 10 ans, hein, c'est hallucinant. Hein, ouais, ça a fait quasiment x4 hein, à peu près. Donc, c'est un placement, à mon avis, qu'il faut avoir. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son patrimoine, l'or, ça c'est très très clair. Et c'est quelque chose qui va continuer de monter. Alors, dans quelle proportion, etc. Très sincèrement, personne ne peut le dire, personne ne peut avoir de certitude sur le sujet. Mais voilà, économiquement, rationnellement, il y aura toujours une énorme demande et l'offre est limitée par définition. Donc, il y a toutes les raisons de penser que c'est un produit qui va continuer d'augmenter. La difficulté avec l'or, parce que moi j'y réfléchi, je me dis un jour, bon, là j'ai pas les moyens aujourd'hui d'acheter de l'or, mais peut-être qu'à terme, si j'arbitre des biens, etc., que j'aurai peut-être des liquidités qui rentreront, et personnellement je m'interroge à acheter de l'or. Si on achète de l'or, il ne faut surtout pas acheter de l'or papier, il faut acheter de l'or physique, et si on peut, parce que ça coûte quand même très cher, essayer d'acheter des lingots, au moins un lingot. Je ne sais pas combien ça vaut un lingot aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas du tout regardé le cours de l'or, peut-être 70 000 balles à peu près, je dirais. Donc c'est une très grosse somme. Mais si on peut se le permettre, il faut acheter un ou des lingots. La difficulté, pour moi quand même, à laquelle il faut songer, et pareil, on n'en parle pas suffisamment, c'est le problème de la conservation. Le problème de la conservation de l'or. Parce que tu as des lingots. Tu les gardes comment? Alors, la plupart des gens vont les mettre dans un coffre à la banque. L'autre solution, c'est d'avoir un coffre chez soi. Je vois pas trop d'autres solutions qu'un coffre à la banque ou qu'un coffre chez soi. Et très sincèrement, moi, aucune des deux solutions ne me rassure pleinement. Alors, le pire, c'est le coffre chez soi, parce que, évidemment, c'est sujet au vol, c'est sujet au cambriolage, c'est sujet aux menaces éventuelles. Parce que tout se sait plus ou moins. Même si tu as un lingot chez toi, il y aura des gens qui vont finir peut-être par le savoir, ou je sais pas, voilà. En tout cas, ça peut être très dangereux. Si tu as des lingots chez toi, que tu les gardes, et que tu te fais attaquer, tu peux risquer ta vie. Donc, moi, je garderai jamais un lingot chez moi. Donc, la seule solution, c'est la banque. Mais là, pareil, moi, si j'ai des lingots à la banque, je sais pas si vous avez, vous regardez cette vidéo, vous avez des lingots, mais moi, si j'avais des lingots et qu'ils étaient à la banque, j'irais tous les jours à la banque pour voir s'ils y sont encore. J'aurais peur qu'on vienne me les prendre. Parce que il peut arriver n'importe quoi dans une banque. C'est dans un coffre-fort dans une banque. Tout peut arriver. Va prouver que tu as mis des lingots dans le coffre. Moi, j'ai fait des fois, j'ai assisté à des ouvertures et dans le cadre professionnel de coffre, ben oui, on te laisse aller tout seul dans la salle des coffres avec ta petite clé, mais tout peut arriver. Quelqu'un peut prendre. Je dis pas que c'est très probable, mais c'est pas improbable que quelqu'un prenne ton identité, se fait passer pour toi, arrive à avoir les clés. Enfin, tout est possible techniquement. C'est sûrement très compliqué évidemment, mais c'est pas impossible. Tu peux avoir aussi des vols de la banque, c'est déjà arrivé. Donc c'est pas une sécurité. Le fait de l'avoir dans un coffre à la banque, c'est pas la sécurité absolue. C'est pas la sécurité absolue. L'autre problématique, c'est que tu peux avoir des banques qui explosent. On peut faire rigoler, mais c'est une réalité. La banque peut exploser, et si ça explose, tu as tout qui explose avec. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Va prouver que tu avais des lingots, quoi. Donc c'est quand même compliqué. Il peut y avoir également
le fait qu'à un moment donné, le gouvernement, s'il y a des problèmes de faillite majeure dans le pays ou des choses comme ça, il peut y avoir des fermetures d'accès aux coffres. Parce que le gouvernement, ils savent parfaitement que dans les coffres, il y a des choses de valeur, notamment de l'or, pas que, mais notamment de l'or. Et ils peuvent, à un moment donné, décider de réquisitionner ou d'essayer de limiter les accès. Donc, à partir du moment où tu es dépendant d'une autre entité, une entité tierce qui est la banque, il y a un risque. Enfin, il n'est pas énorme, il ne faut pas toujours avoir peur de tout. Puis, à un moment donné, il n'y a pas de solution autre, mais il y a ce risque. Alors évidemment, quand on a de l'immobilier, il y a d'autres risques. Quand on a de l'argent en valeur, en fonds euros, sur des comptes, il y a d'autres risques. Voilà. Mais l'or, c'est vrai qu'il y a ce risque. Et si j'avais de l'or, j'aurais toujours cette inquiétude tout le temps de me demander, est-ce que mes lingots sont toujours dans mon coffre. Voilà ce que je voulais dire sur l'investissement, sur l'immobilier, au niveau un petit peu actualité, donner un petit peu mon ressenti. Aujourd'hui, c'est difficile quand même de savoir sur quoi investir.